Bonjour à tous. Je suis Didier Sensé, partenaire chez Visconti. Et au nom de toute notre équipe, je vous remercie d'être présent pour ce deuxième webinaire des Mardis Live. Nous avons préparé ce webinaire avec mon collègue Philippe Malavo, en collaboration avec les équipes de Zebra. Et nous tenons tout particulièrement à remercier Diane, Ariane et Marie pour leur mobilisation quotidienne autour de cet événement. La semaine dernière, vous étiez plus de 100 à participer au premier webinaire. Et nous avons surtout reçu une confirmation de votre intention d'appliquer à votre entreprise les conseils que nous avons pu vous transmettre. Aujourd'hui, je vois que vous êtes déjà plus de 250 à être connectés, donc merci beaucoup du temps que vous nous consacrez. Nous sommes vraiment très très fiers de l'intérêt que vous portez à ce programme et nous vous remercions d'ores et déjà d'être venus aussi nombreux ce matin. Le format de ces webinaires, c'est 20 minutes de présentation, 10 minutes de questions-réponses que vous pourrez poser durant toute la présentation. Pour interagir avec nous, c'est très simple, vous avez en bas de votre écran le bouton converser. Vous pourrez ici intervenir à tout moment, nous faire des commentaires et nous poser des questions et nous pourrons interagir et vous donner la parole avec vous à la fin de l'intervention de Bertrand. Notre objectif avec cette série de webinaires, vous apporter des conseils, des retours d'expérience très pratiques, très terrain, très opérationnels sur ce qui se passe en ce moment dans vos entreprises. Chaque jour nous apporte la conviction que beaucoup de choses ne seront jamais plus comme avant, parce que fleurissent en ce moment dans des milliers d'entreprises des nouvelles pratiques qui de toute évidence resteront. Notre volonté, c'est de les partager avec vous le plus rapidement possible pour vous permettre d'anticiper le plus tôt. Je rappelle les 3 thématiques qui nous servent de fil conducteur à ce programme. 1. L'urgence, la survie de vos entreprises dans cette période très particulière. Le management en période de crise et la sortie de crise. Et c'est aujourd'hui autour de cette dernière thématique que nous recevons Bertrand Barré pour parler d'innovation en temps de crise. Alors après un début de parcours comme sportif de haut niveau et une formation en marketing, Bertrand a créé en 1986 les bases du groupe Zebra, qui est un groupe qui est dédié à l'innovation et qui intervient partout sur la planète. C'est un groupe donc de conseil en innovation qui s'appuie sur 3 piliers, la stratégie, la transformation et le design. Et en 28 ans, il a contribué à développer plus de 8000 produits et services qui sont vendus à travers le monde. Bertrand est également auteur. Il a publié en 2012 un ouvrage sur le management de l'innovation, All You Need Is Love, ou comment innover sur des marchés saturés. Et il publiera en septembre un nouvel ouvrage sur la manière de sécuriser et d'optimiser les processus d'innovation. Bertrand, c'est à toi. Bien, merci Didier, merci pour l'accueil, merci pour la préparation. Bonjour à toutes et à tous. On va passer 20 minutes ensemble à parler d'innovation et je décomposerai mon intervention en 6 points. L'urgence d'innover, l'agilité nécessaire à l'innovation, le leadership dans ces moments-là, la course à étapes qui est l'innovation, et vous verrez que c'est assez particulier, et puis évidemment la pratique, et enfin un dernier point sur la digitalisation. Alors sans plus tarder, on fonce dans le maintenant. Et le maintenant, pour quelqu'un comme moi qui travaille dans l'innovation depuis longtemps, et qui travaille donc dans un monde qui s'accélère de plus en plus et dont on loue tous les jours le mot accélération, le drame ou le fait marquant du moment, c'est que nous agissons dans un monde qui s'est figé. 3,5 milliards, je crois, à date, 3,5 milliards de confinés, le monde se fige. En apparence, en tout cas. En tout cas, mon premier conseil immédiat serait de commencer par innover avec vos salariés. Ils sont le moteur de la boîte, ils l'étaient, ils le sont plus que jamais, et ils sont fragilisés, vous le savez, vous entendez ça tous les jours, que va devenir mon boulot, dans quelles conditions je travaille demain, est-ce que je vais reprendre le travail, dans quelles conditions, il faut commencer par eux. Et notamment, puisque beaucoup de cadres nous écoutent aujourd'hui, et beaucoup de dirigeants, notamment, il faut commencer par s'occuper des cadres. Si je veux être un peu provocant, je dirais qu'il est facile de constater depuis des années que 80% des cerveaux d'une entreprise passent son temps en réunion. Son temps de travail effectif en réunion. Vous avez tous, je pense, la phobie du 18h après les réunions, quand on relève ses mails et qu'on constate que la journée commence pour traiter ses mails. Eh bien, ce temps passif, aujourd'hui, on vous l'a libéré. Il faut profiter de ce temps gagné pour exiger auprès de vos équipes un travail de fond. Parce que chacun d'entre nous a maintenant un peu plus de temps pour travailler le fond. Êtes-vous sûr, par contre, d'être vous-même sur les bons sujets ou que vos équipes le soient? Sont-elles sur les bons sujets? Alors je vous invite donc, et je vais très vite, à noter dès maintenant les 4 ou 5 sujets que vous jugez prioritaires pour votre organisation et à vérifier que les gens sont dessus et que les sujets avancent.
Deuxième point, pour aller très vite, c'est que l'innovation est un processus agile. On le sait tous, c'est un mot très à la mode. Eh bien, il se trouve que le Covid-19, c'est malheureusement un virus tueur, en tout cas, pour moi, tueur de ces interminables réunions que l'on croise un peu partout. Il faut que vous commenciez par instaurer du rythme et de la fréquence. Profitons de ce moment-là pour apprendre le rythme et la fréquence qui sont si déterminants en matière d'innovation. Pas plus de 20 minutes ou 40 minutes maxi d'échanges d'affilée en vidéo, des pauses, du homework, on reprend, c'est à vous de mettre du rythme, notamment d'ailleurs, comme on l'a vu dans le premier webinaire organisé par Visconti, la première petite réunion d'équipe de 5, 10, 15, 20 minutes le matin pour engager les gens et créer du rythme fondamental, je n'y reviens pas. Mais gardez le rythme, car c'est le rythme que l'on va perdre au fil des jours. Cette situation, elle fait peur. Elle fait peur maintenant et à la manière du sujet d'innovation, elle fait peur. L'innovation, c'est perturbant. En matière d'innovation, il faut des leaders et en ce moment, il faut des leaders aussi. Le leader, c'est pas celui qui commande. Le leader, c'est celui qui inspire. Il n'est pas forcément le hiérarchique. C'est celui qui va réussir à entraîner des équipes vers l'inconnu, vers l'incertitude, j'y reviendrai. Et donc, ça n'est pas forcément une posture naturelle. Donner du sens à des projets, ça n'est pas ce qu'il y a de plus facile et on sait tous qu'aujourd'hui, il y a même des définitions de postes dont on ne comprend pas toujours le sens. Redonner du sens aux équipes, c'est fondamental en ce moment. Alors, attachez-vous, troisième petit conseil, à donner la parole ou l'action aux motivés, ce que j'appelle les motivés, ceux qui, en ce moment, ont envie de prendre les rênes. Et demandez à vos troupes des suggestions d'action. N'adoptez pas uniquement un ton descendant, mais faites remonter des suggestions d'action. Je pense à nos invitants du jour, nos hôtes du jour, Visconti. C'est dans les suggestions d'action qu'ils ont démarré leur principe de webinar. Et hop, on en est déjà au deuxième, ils en sont au deuxième, et 100, un peu plus de 100 au premier, un peu plus de 300 maintenant, ça pousse. Voilà pour rapidement l'action de maintenant. Mais évidemment, c'est le demain qu'il faut préparer. Et préparer le demain dans un monde perturbé, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors je vais vite pour qu'on aille dans le détail. Innover, ça n'est pas une action momentanée, un one-shot. Innover, c'est une course à étapes. Il faut habituer les gens à l'innovation et habituer les gens à recevoir de l'innovation de votre part. Sinon, ils ne s'attendent pas à ce que vous changiez les règles, vous n'aurez pas d'écoute. Petit ou grand changement, tous sont valables, mais surtout inclusifs. Vous ne devez pas changer sans impliquer vos clients. J'y viens. Changer en ce moment, ça n'est pas pour dire que nous sommes les meilleurs, c'est pour aider les gens à améliorer leur reprise ou à faciliter leur vie dans ces moments perturbés. Et c'est ça les innovations qui toucheront à court terme votre clientèle. Alors je vous invite à faire une liste d'actions en chaîne par cible clé. Voilà une phrase un peu tordue. Des actions en chaîne, c'est-à-dire une suite d'actions et non pas une seule action. Et par cible clé, vous devez d'abord déterminer les 4, 5, 6, 7 cibles prioritaires que vous voulez toucher dans votre programme d'innovation. Ça, ayant pour but d'entraîner la co-reprise, pas seulement la vôtre, la co-reprise, celle de vous et de vos partenaires, de vous et de vos clients, et d'éviter l'isolement ou la dispersion, parce qu'au moment de la reprise, ça va être la course, certains resteront sur le côté, d'autres seront engagés dans le principe. Pour ça, je vous propose un petit schéma qui est, à mon sens, assez facile à remplir, mais avec en axe horizontal aujourd'hui, demain et plus tard, une séquence dans le temps, et puis en vertical, le gain immédiat que vous devez proposer dans votre action d'innovation, le bénéfice certain que vous pouvez sous-tendre ensuite, et bien sûr, le projet commun à plus long terme qu'on peut construire ensemble. Si je prends un exemple, ça sera le grossiste en bricolage qui décidera immédiatement d'offrir une amplitude d'ouverture beaucoup plus grande que d'habitude, à 4h du matin, 21h, quitte à fermer entre midi et 2, pour ouvrir son point de vente aux professionnels sur un temps plus long pour leur éviter les files d'attente, parce qu'il va falloir qu'ils reprennent vite le boulot, c'est pas le moment d'aller faire des files d'attente aux caisses, et puis en même temps leur proposer un deal, une remise commerciale progressive sur quelques matériaux de base dans le premier mois, pour les aider grâce à un deal particulier à reprendre, et puis peut-être une RFE, une remise de fin d'année qui sera motivante. Mais ce programme, il est présenté dès le début à chacun d'entre eux. Ça sera par exemple une compagnie aérienne qui décidera vite
de poursuivre son programme de fidélité. Vous et moi, on voyage beaucoup, on a tous des miles. À qui la première dira je gèle mon programme, tous vos droits acquis sont redistribués l'an prochain. Et puis, je m'engage, pourquoi pas, en programme fidélisant, à créer des vols business low cost, des vols complets, comme il en existe entre Paris et New York, avec la compagnie justement, ou l'avion, je crois, des vols remplis de business, mais low cost, avec un service minimal, mais surtout des bons sièges, pour que l'ensemble de tous ces cadres qui vont devoir vite repartir en Asie ou ailleurs, aux États-Unis ou n'importe où, puissent voyager dans des conditions intéressantes. Et ça peut fidéliser beaucoup les clients. Et puis, ça permettra en même temps de proposer des nouveaux accords cadres avec chacune des entreprises. Mais c'est aussi exactement ce que fait Visconti en ce moment, et ce qu'on essaye de faire nous aussi, c'est on se lance dans les webinars, immédiatement, on essaye de diffuser du savoir, et puis, pourquoi pas, ça c'est la base d'un nouveau rendez-vous bimensuel, où on délivrera de la connaissance sur le management ou sur le leadership. Et puis, pourquoi pas, ce sont les bases d'une future chaîne YouTube sur le management. C'est ça, un programme d'action en chaîne par cible clé. Alors, évidemment, innover pour une entreprise, ça n'est pas simple. Une entreprise n'est normalement pas tout à fait constituée pour innover en permanence. Elle est normalement constituée pour diffuser l'innovation et créer de la valeur autour d'une innovation. Nombre d'entreprises sont nées sur une idée de base et continuent à exploiter cette idée de base. Alors pour pouvoir innover, il ne faut pas le faire uniquement avec de l'entrain et de l'allant, il faut le faire avec la stratégie. La stratégie, c'est l'art de l'allocation des ressources. La stratégie permet de décider là où on va mettre de l'argent ou pas. Mon 5e conseil sera d'apprendre à se positionner face à l'incertitude. En ce moment, nous vivons dans un monde d'incertitude et les gourous qui vous disent que le monde ne sera plus jamais pareil se trompent peut-être. Il sera certainement très différent, mais l'humain est assez habile pour reprendre ses bonnes vieilles habitudes et bien vite, la Chine redeviendra l'usine du monde, quoi qu'il arrive, même si on a tous des volontés de retravailler local to local. Alors, refuser l'incertitude, il y a plusieurs possibilités. Et il faut que vous dressiez la liste et choisissiez votre camp. Parce que l'incertitude, comme son nom l'indique, peut faire peur. La première attitude possible, c'est de refuser l'incertitude. Refuser l'incertitude, on peut le faire quand on est... Alors, il y a 2 façons de le faire, l'ancrage ou le défrichage. L'ancrage, c'est quand vous êtes leader, par exemple, et que vous décidez que vous resterez sur vos bases, vous ne changerez rien, c'est vous qui allez conduire la reprise et les autres suivront. Donc, quand on est très fort et leader, je pense à EDF sur son marché de l'électrique en France, c'est peut-être une bonne solution. Quand on est à l'inverse des acteurs challengers de l'énergie, c'est pas la solution que je choisirais. J'irais plutôt sur le défrichage, c'est-à-dire profiter de cette phase de questionnement général pour introduire la proposition alternative du leader que l'on cherche à introduire depuis longtemps et qui est le moment idéal, puisque là, il va y avoir questionnement et il va y avoir ouverture au challenger. Une deuxième attitude possible, c'est de tenter d'user et de profiter de ces moments figés pour décrypter l'incertitude. Ça, ce sont des attitudes, c'est une attitude qui est valable pour les entreprises ou les institutions à cycle long. L'automobile, la mobilité de manière générale, la politique, mais aussi les travaux publics. Voilà, ces cycles longs qui ne demandent pas à innover tous les 3 mois, c'est le bon moment pour essayer d'aller décrypter. Alors, on a pour ça plus deux grandes manières encore. La théorie des scénarios. Les scénarios, c'est essayer de bâtir des futurs probables, essayer de comprendre les futurs possibles, de les analyser, d'analyser les tendances et de construire des scénarios de ce qu'on appelle la nouvelle normalité probable. Quelle sera cette nouvelle normalité? Et puis de bâtir son offre selon ça. Et une autre manière, alors c'est long, parfois coûteux, mais très, très, très utile. Il y a une autre manière, la théorie des jeux, connue en France bizarrement par un anglicisme, les wargames. On se met en situation de crise, on imagine la stratégie des autres, on prend le rôle des autres, et c'est pour ça qu'on appelle ça les jeux. Chacun dans vos équipes endosse la peau d'un concurrent et imagine sa stratégie pour pouvoir y réagir. Entre parenthèses, endosser la peau d'un concurrent avec empathie et respect, c'est indéniablement une chose qu'il faut faire demain parce que très très souvent, on ne connaît pas très bien ses concurrents, quoi qu'on en pense, et on ne les respecte pas. S'ils vivent et s'ils sont bons, c'est qu'ils sont très bons.
La troisième attitude, c'est d'accepter l'incertitude. On ne peut rien y faire, acceptons-la. Donc la meilleure stratégie dans ces cas-là, pour ceux qui ont un peu moins de moyens, c'est la stratégie de l'imitation. On imite ceux qui vont bouger et on essaye de faire tous à peu près la même chose. En tant que cadre, ma foi, on ne pourra pas vous reprocher d'avoir imité quelqu'un si ça fonctionne. Et puis si ça ne fonctionne pas, on aura toujours l'excuse que oui, on a tous fait pareil. En tout cas, l'imitation, c'est une stratégie qui marche. D'ailleurs, en matière boursière, un trader, c'est le spécialiste de l'imitation. Et les meilleurs traders sont ceux qui arrivent à imiter juste avant les autres. Ils comprennent la situation et juste avant les autres, à quelques heures près, ils l'adoptent. Et c'est là qu'on fait les meilleurs coups. Il reste une situation évidemment essentielle qui est celle de l'agilité. Se rendre plus mobile qu'avant, se rendre moins certain qu'avant, se rendre moins attendu qu'avant. Moi, j'appelle ça la stratégie du camion pizza. En gros, au lieu d'attendre chez vous que l'on vienne vous chercher, sautez dans votre camionnette, installez-vous dans les petits villages, vendez des pizzas à domicile, allez chercher le client là où il est, n'attendez pas qu'il vienne vous rencontrer. Et dans bien des métiers, on attend, sous prétexte que l'on a bien travaillé et que les gens vont le reconnaître. Pour poursuivre et essayer de maintenir le temps, innover, vous le voyez tous, je pense, depuis 15 jours, c'est réaliser enfin le potentiel de la révolution digitale dont on nous parle depuis des années, mais dont nous ne sommes pas encore les véritables maîtres. Ça fait 15 jours que vous avez découvert Zoom, Teams, Skype, WhatsApp, le téléphone, Facebook, on ne sait plus où donner de la tête. Et la panique, je pense que vous l'avez tous ressenti la première semaine. On a l'impression qu'on a le double de travail d'avant. Non, on a le double ou le décuple d'interactions. Et les marques ne sont pas encore, et les entreprises ne sont pas encore suffisamment digitales. C'est le moment de le regarder de près. Vous voyez qu'en ce moment, de nombreuses entreprises qui n'ont pas de site marchand, n'ont plus de canal marchand. Je ne parle pas de l'alimentaire, bien sûr, et de tout ce qui a été décrit comme activité essentielle de structuration de la société, mais des loisirs, des biens d'équipement, sans accès au marché digital, l'avenir s'annonce complexe. Celui qui n'a pas une offre adaptée au digital, une offre adaptée, j'ai bien dit, pas juste la mise en ligne de son offre actuelle. Il faut penser à adapter son offre avec le digital. Et celui qui ne fait pas ça demain sera hors sujet, ou l'est déjà. Celui qui n'est pas d'ailleurs augmenté, voire virtuel, qui n'a pas virtualisé son identité ou son propos, n'est plus que basique, normal. Et là, je peux vous garantir que cette première évolution va aller très vite. Les gens vont, en quelques semaines, devenir des digitaux. Ma mère, elle-même, s'est mise à WhatsApper et s'est mise à FaceTimer. 86 ans, et ça y est, c'est la pro de la tablette. Donc dites-vous bien que les changements vont aller vite de ce côté-là. Mais avant tout, je vous invite à passer 10 minutes à observer, et non pas regarder, à observer votre site internet autrement. Observez-le avec l'œil du client, et non pas votre œil à vous. Observez-le avec l'œil de celui qui ne sait pas de quoi vous allez parler, qui découvre votre site parce qu'il a une intention en lui, un insight, une volonté. Il arrive sur votre site, que comprend-il? Ça va faire des dégâts, cette observation. Il y a très peu de sites qui sont tournés vers le véritable client. Ils sont très souvent des sites vitrines. Et notamment dans vos sites, y a-t-il de la vie? Et pas seulement un catalogue. Vous voyez ma petite astérisque du bas. Sur Taobao, en Chine, en ce moment, j'observe des live streams hyper immersifs. C'est-à-dire qu'ils utilisent des outils pour présenter, et on voit des paysans chinois qui cultivent des carottes ou des choux, qui les montrent avec leur mobile en disant voilà, je les ramasse en ce moment, là, vous voyez, il y a mon épouse et je les mettrai en vente dans 2 heures sur tel marché ou dans tel magasin. C'est du live stream. Je pense que beaucoup d'entreprises gagneraient à ça, qu'on soit dans les loisirs. Le live stream en ce moment, dans les loisirs, c'est vos séances de sport à domicile, hein. Pour ceux qui vivent ça avec leur coach et qui pensaient que ça serait injouable, et on se rend compte que c'est finalement presque mieux que d'aller dans des salles où il n'y a pas de coach, ou beaucoup mieux, ou tout aussi bien que de faire ça tout seul sans coach. Donc ce virtuel va devenir très très important. Un dernier conseil, et puis j'en aurai fini.
il faut beaucoup de crédibilité en ce moment. Il faut innover avec crédibilité et pas juste avec empathie. Vous avez reçu, je pense, des dizaines et des dizaines de mails très empathiques, soucieux de vous accompagner dans cette guerre, nous allons tout faire, nanana. Et puis 10 secondes après, je vous rappelle que nous sommes toujours en vente à tel endroit avec une action commerciale. Non, vos clients, la majorité de vos clients n'attendent pas de vous, en tant qu'entreprise, en tant qu'institution, en tant que marque, vos clients n'attendent pas de vous un soutien particulier ou de la compassion de circonstances. Il y a des gens qui sont professionnels, petit clin d'œil à ma fille, qui sont professionnels de santé, qui s'occupent de ça. Vos clients vous attendent dans votre art de délivrer votre job. Ils ont besoin tous, et concentrez-vous quelques minutes là-dessus, à la sortie, ils ont besoin que vous leur délivriez des solutions innovantes en produits ou en services pour l'été à venir, pour la rentrée à venir, voire même jusqu'à Noël. Pensez aux hôteliers, là. Un exemple qui me vient en tête, ces hôteliers, s'ils loupent cette saison d'été, la prochaine saison très forte sera Noël. Ils vont avoir un trou entre septembre et Noël. Donc, comment vont-ils réagir? Comment pourriez-vous les aider? Comment pourriez-vous les assister? Comment votre innovation va les aider à affronter ça? Des changements qui répondent, et il faut les déterminer vite, des changements qui répondent aux défis annoncés par Covid-19. Voilà, c'était le dernier conseil que je pouvais vous donner. Certains sont plus stratégiques, d'autres plus tactiques, mais j'espère qu'ils nourriront votre réflexion. Merci Bertrand pour cette intervention, 20 minutes, parfait, on est tout à fait dans le timing. On a reçu beaucoup de questions et de commentaires pendant ton intervention. Je vais commencer peut-être par donner la parole à Stéphanie Noras qui nous a fait une intervention, un commentaire sur l'innovation, une remarque en général. Stéphanie, vous voulez intervenir? Je ne sais pas si vous m'entendez. Parfaitement. Oui. Ah, ok. Oui, vous vouliez que je dise quoi en fait? Parce que j'étais en train de... Vous avez réagi et on a vu vos commentaires, donc je pense que c'est intéressant que vous puissiez les partager avec les auditeurs. Oui, alors nous, moi je dirige un cabinet de conseil en stratégie de communication marketing. C'est pour ça que j'évoquais la notion du web marketing, qui est un nouveau poste qui se développe à partir du mois prochain au niveau du cabinet Elle Communique que je dirige, avec un recrutement qu'on vient de finaliser hier par visioconférence. Donc comme quoi tout est possible, y compris de recruter en période de crise sanitaire. Effectivement, je faisais une remarque sur la digitalisation où je rejoins tout à fait l'intervention de la personne, dans la mesure où aujourd'hui, une entreprise qui n'est pas digitalisée se tire une balle dans le pied, quel que soit son secteur d'activité. J'ai eu le cas hier d'une demande d'un viticulteur qui s'est retrouvé complètement désemparé dans ce cadre de crise, puisque la personne n'avait absolument pas de base de données, fonctionnait encore à envoyer des invitations papier à ses clients, avait amorcé un début de boutique e-shop, mais sans jamais la développer. Et aujourd'hui, se retrouve avec 0 de chiffre d'affaires, alors qu'en fait, cette digitalisation avait été prise à temps et développée à temps. Elle aurait pu effectivement, cette viticultrice, rebondir sur cette partie-là. Et aujourd'hui, du coup, elle tire les sonnettes d'alarme en disant « mais comment je peux faire pour rattraper tout ça ?» Alors, il n'est pas question de rattraper parce que ce qui est perdu est perdu. Par contre, il est question surtout de passer la vitesse supérieure et d'anticiper tout ça, en sachant qu'effectivement, comme le disait justement l'intervenant, un site, j'allais dire vitrine aujourd'hui, ne suffit pas. Ce que les entreprises doivent absolument mettre en place, c'est des sites qui vont leur générer du lead qualifié entrant, c'est-à-dire du taux de transformation, et avoir sur la toile, je dirais, le commercial digital en ligne. Donc bien évidemment, ça ne va pas et ça ne remplacera jamais le job des commerciaux dans les entreprises, heureusement. Mais par contre, ça peut être un process supplémentaire d'aller générer du lead. Et effectivement, aujourd'hui, on se rend compte dans cette crise-là que être présent sur la toile, réagir, pouvoir proposer des choses sous forme digitale, faire des rendez-vous en visioconférence plutôt qu'en physique. Nous, typiquement, c'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude d'utiliser, mais au final, c'est quelque chose que moi, je vais garder sur le principe après le Covid, parce qu'on se rend compte que ça se passe très, très bien. Et puis finalement, les Français sont pas si réfractaires à ça. Voilà. Très bien. Merci. Je voudrais donner la parole maintenant à Luc Simon qui nous pose une question autour de finalement, est-ce que c'est pas opportuniste d'intervenir en période de vouloir innover à tout prix en période de crise? Luc, peut-être une question? Oui. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Oui, très bien. Ok, effectivement, le point que j'avais, c'est
C'est celui de ne pas paraître effectivement trop opportuniste. On voit que les réseaux sociaux véhiculent beaucoup d'anxiété, que les consommateurs, il y a le double discours qu'on connaît, le double discours. Le en même temps du gouvernement qui a été compliqué à gérer et voilà, comment ne pas apparaître trop opportuniste en essayant, comme votre intervenant l'indiquait, de continuer à apporter produits ou services à nos clients. Et on le voit même sur les sites internet. Moi, alors, je suis de la société Opinel, pour la citer, qui est donc les couteaux que vous connaissez. Notre site continue à fonctionner, mais on se rend compte qu'il y a les retours qu'on a d'un certain nombre de personnes montrent qu'il faut garder une certaine pudeur par rapport à la fois à l'anxiété générale, au fait que pour certains, il faudrait être dans un confinement global. Mais bon, c'est autant des questions que des certitudes. Et puis j'ai une petite question également sur Amazon. Vous avez Amazon communique sur le fait qu'il ne se recentre que sur les produits indispensables. Est-ce que vous pensez que là aussi c'est une sorte de pudeur tactique ou stratégique, ou est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres raisons à cette concentration? Alors, 100% d'accord sur le fait qu'il ne faut surtout pas profiter de ce moment pour innover. Et comme je l'ai dit, il faut innover pour faciliter la vie des gens. Ce sont de toute façon les seuls actes qui resteront et qui marcheront, ceux qui facilitent ou ceux qui aident les gens à se retrouver ou à se relancer dans ces moments-là. Parler de vous n'intéresse plus personne pendant quelques mois. Et il faut parler des gens. Donc, je vous rejoins là-dessus. Maintenant, sur Amazon, je ne suis pas un spécialiste, je dirais juste que il est évident que que le transport mondial est perturbé. Il est évident que Amazon doit lui-même faire des choix. Il va faire des mécontents. Donc c'est la bonne tactique que de dire qu'il se concentre sur les transports prioritaires, comme le fait la Poste d'ailleurs, qui a réduit chez nous à 3 livraisons ou livraisons, je ne sais pas comment on dit, mais par semaine. Voilà, on se concentre sur le prioritaire. Ils le font. Ils savent qu'ils sont attaqués de toutes parts sur le côté mercantile. Ah bah oui, évidemment, tout le monde se concentre sur l'e-commerce. Je pense que ça a peu d'intérêt, peu d'écho. La réalité, c'est concentrons-nous sur l'effort de guerre et comme je vous l'ai dit, facilitons la vie des gens. Et donc, ils le font en disant, si vous avez des urgences et des produits prioritaires, moi, je suis concentré là-dessus. Ok, merci. Merci Bertrand. J'avais quelques questions également qui tournaient autour finalement. En cette période-là, on a beaucoup de difficultés, beaucoup d'entreprises ont des difficultés. Innover, ça veut dire investir. La question, c'est peut-on innover finalement sans investir et peut-on innover finalement à ISO ressources, voire même en faisant des économies dans cette période-là. Avant de donner la parole à Bertrand, je voudrais effectivement vous donner notre propre expérience à nous chez Visconti. On est dans une démarche B2B, comme vous le savez, on conseille les entreprises et on est touché comme tout le monde par cette situation. Les webinars que nous mettons en place, finalement, c'est un exemple très simple d'innovation qui coûte pas cher. Nous avons tous un petit peu plus de temps et on s'est demandé effectivement en discutant avec l'équipe de coach Visconti, qu'est-ce qu'on peut faire pour se rapprocher de nos clients en cette période-là. Et c'est là qu'a émergé l'idée de ce webinar qu'on a monté finalement en une semaine. Voilà, donc ça c'est un exemple finalement concret et pratique d'innovation à faible coût qui coûte rien. Et je pense, quand je lis vos réactions et les participants, on est 300 ce matin, que je pense qu'effectivement ça répond à un besoin. Et on est très très fiers et très contents. Donc voilà, c'est un élément de réponse. J'avais une autre question de la part de Dominique Deloche. Ariane, est-ce que tu veux bien ouvrir le micro? C'est fait. C'est à vous? Oui, bonjour, bravo. Bonjour. Vous m'entendez? Très bien. Oui. Je voulais revenir sur l'intervention du début de Bertrand, quand il parlait du leader et de s'appuyer sur les motivés. Je suis tout à fait d'accord, bien sûr, avec cette vision-là. Sauf que qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui sont un peu tétanisés et complètement perturbés par rapport soit à l'angoisse de l'équipe, soit effectivement à ce mode de fonctionnement et comment on peut les réassocier dans l'équipe? Très complexe, j'avoue. Mais effectivement, d'où la stratégie du leader, c'est-à-dire qu'il faut... je vais vous donner un petit exemple. J'écris un mail chaque soir à toute mon équipe. Je ne suis pas écrivain, je ne suis pas auteur, même si parfois il m'arrive d'écrire des bouquins, c'est difficile. En tout cas, ce petit mail, il peut faire 5 lignes, ou 10 ou 15, et je m'attache à donner de la sincérité.
du sens. Et le sens en ce moment, c'est vous êtes là, on a de l'énergie, vous bossez bien, vous êtes tous isolés chez vous, mais les choses avancent. Et ben je vous remercie. Et aujourd'hui, j'ai douté, je vous le dis. Et demain, je serai heureux parce qu'un nouveau contrat sera quand même signé parce que le business continue à courir dans certains domaines, heureusement. Donc, donnez du sens. Essayez véritablement d'entraîner ceux qui se laissent dominer par la crainte ou par le discours ambiant des médias, parce qu'évidemment, si vous allumez la télé tous les jours, c'est la dépression assurée. Il faut essayer de ne pas suivre le fil de l'actualité aussi souvent que ça, et vous devez créer votre propre fil d'actualité. L'actualité qui concerne les gens, il y a le monde auquel on ne peut rien faire, et il y a leur vie individuelle auquel vous, manager, pouvez faire quelque chose. Donc il faut mettre du sens, mais pas du sens à 5 ans. Il faut mettre du sens à 2 jours, ou du sens à ce soir, ou du sens à la semaine prochaine. Et j'espère que cette réponse est assez pertinente, mais je vis ça au jour le jour et je reçois des messages d'équipiers qui apprécient ce fil que je maintiens chaque jour sur le pourquoi on travaille dans ces périodes-là. Merci, bravo. Je rajouterais effectivement, pour rebondir sur ce que dit Bertrand, c'est la prime à la sincérité, à l'authenticité finalement. On est tous confrontés pour la première fois à une situation qui est unique, qui nous met tous à égalité, et finalement on n'a pas plus les réponses, personne n'a des leçons à donner. Et je crois qu'effectivement la capacité que l'on peut avoir à communiquer sincèrement avec son écosystème fera la différence demain. J'ajouterais quand même que en 2 mots, qu'il y a les projets court terme, mais comme je l'ai dit, il y a les projets très long terme qui, eux, en aucun cas ne doivent s'arrêter parce que, encore une fois, dans 3 semaines, 4 semaines, cette crise sera non pas forcément derrière nous, mais à côté de nous. Et le monde va reprendre. Et tous ceux qui auront arrêté les projets moyen ou long terme vont se retrouver avec des gros ennuis. Donc, ce sens-là, ce sens des projets plus long terme, celui-ci, il est toujours là. Il suffit de le tenir, de l'activer et de donner cette perspective aux gens. Nous sommes dans le bac qui nous permet de traverser ce fleuve, mais nous allons toucher la rive. Donc, arrêter les projets long terme, c'est ne jamais toucher la rive. Un autre exemple d'innovation, parler de notre expérience qu'on a lancée dans cette période-là et qui va arriver sur vos boîtes aux lettres très prochainement, c'est une revue de presse. On a la chance d'avoir dans l'équipe des coachs qui ont un parcours dans la presse qui est important et qui a décidé de faire une revue de presse pour aider à décrypter l'essentiel de l'actualité parce qu'on est tous assaillis de documents, d'informations, d'articles, tous plus pertinents et intéressants les uns que les autres. Et on s'est dit finalement, est-ce qu'on n'a pas un rôle à jouer là aussi pour faire le tri dans tout ça et proposer l'essentiel. Voilà, et ça sera dès la semaine prochaine dans vos boîtes aux lettres. J'avais une autre question qui est posée par Caroline Anzuti, autour peut-être du moment de l'innovation. Caroline, je pense que le micro vous est ouvert. Oui. Alors, je crois qu'il faut que vous activiez votre micro, Caroline. C'est bon, voilà. Oui, parfait. En effet. Bonjour. Donc, moi, je voulais revenir simplement, déjà vous remercier. C'est très intéressant, notamment la première partie sur l'attitude aussi en tant que leader, manager, comment maintenir le rythme, avoir le lien avec ses équipes, parce que c'est vrai qu'on voit, moi, je suis en télétravail, je suis dans un grand groupe cosmétique, clairement le lien peut se distendre assez rapidement. Dans les postures à adopter, vous avez parlé de décrypter. Ce que je vois, c'est que nous, il s'est avéré qu'on était en pleine révision budgétaire au moment du Covid. Aujourd'hui, on essaie de décrypter justement et de prendre des hypothèses. Est-ce que c'est pas un peu tôt pour justement essayer de décrypter, parce qu'on a un horizon qui est vraiment vague, et c'est vrai que de décrypter à très court terme, ça me paraît très compliqué tout de suite en tout cas. Alors, d'où la tactique des scénarios. Un décryptage, ça n'est pas l'établissement d'un seul scénario, c'est la recherche des futurs possibles. Et il y en a toujours plusieurs. Et on les scénarise et on les affiche et on les étudie afin de déjà se rendre compte que le scénario, un des décryptages est peut-être très défavorable à son activité. On ne sait jamais. Si j'étais la SNCF, je me dirais que flûte, les gens vont découvrir qu'il est possible d'innover en dépensant moins puisqu'on va moins se déplacer grâce à tous ces outils. Les budgets de déplacement, ça peut prendre une sacrée réduction.
Donc le décryptage, c'est une activité qui ne cherche pas à trouver la vérité, elle n'existe pas. Elle sert à trouver les futurs possibles et à choisir le futur probable qui nous intéresse le plus, à écrire les conditions pour que parmi ces futurs, nous continuions, chacun d'entre nous, à avoir un rôle. Et si jamais ce futur probable, si je reste sur la SNCF, il est que plus personne se déplace, ben, il faut vite que la SNCF se lance un concurrent de Zoom. Parce que si le rôle de la SNCF, c'est de relier les gens, elle peut décider qu'elle va relier les gens par la vidéo demain. Donc, c'est ce qu'on appelle, et c'est très à la mode en ce moment, le brand purpose ou le why in English, c'est-à-dire la raison d'être de l'entreprise. Et donc, ce décryptage, je ne veux pas faire trop long, ça n'est pas pour trouver, j'insiste, le futur que personne n'est capable de produire. Ça, c'est des trucs de gourou. C'est pour envisager les futurs probables, trouver au milieu de ça le futur idéal pour nous et comment en être l'acteur de référence, comment en être un vrai acteur. D'accord. Bon, je pense que le challenge, c'est aussi de ne pas se disperser dans ces scénarios. Parce que moi, c'est ce que je vois au niveau du travail qui a été fait en interne. Parfois, il y a une démultiplication des scénarios. On est d'accord. Au moment que j'ai dit dans mon intervention au tout début, innover, c'est un métier. Quand on pratique l'innovation sans l'expérience, on a la fougue, la jeunesse et la créativité, mais le métier d'innovateur, c'est un métier très précis qui demande beaucoup d'outils et de savoir-faire, parce qu'il y a très peu de scénarios probables, et ça peut prendre quelques mois parfois à de nombreux cas, et je pense qu'un des auditeurs, j'ai en tête un des auditeurs qui doit être là aujourd'hui, c'est une dizaine de personnes pendant plusieurs mois et pas mal de moyens pour décrypter des scénarios très sérieux. D'accord, merci. Bertrand, j'avais des questions de plusieurs participants qui se demandaient si finalement, après la crise, on ne va pas observer une période extraordinaire d'innovation comme on a observé finalement après la Deuxième Guerre mondiale, les Trente Glorieuses, etc. On a libéré de la créativité. Est-ce qu'on peut s'attendre finalement à un scénario comparable après cette crise ? Évidemment, vous savez qu'il y a des idéogrammes chinois qui associent deux idéogrammes et qui veulent dire crise et opportunité. Dans toute crise, il y a ceux qui voient le drame et ceux qui voient la chance. Donc bien sûr, on voit fleurir dans ces moments-là le discours sur ça va créer des nouvelles opportunités. Oui. Si la crise dure, il y aura des changements profonds. Si la crise ne dure pas, il y aura peu de changements profonds. Parce que l'humain retourne vite à sa nature, et, comme je l'ai dit en début d'intervention. Donc les opportunités, elles ne vont pas se générer d'elles-mêmes. Il y aura les opportunistes. C'est-à-dire ceux qui parmi vous prendront leur bâton de pèlerin, définiront une ou deux ou trois actions à mener à court terme, à moyen terme et à long terme, eux vont créer des changements. Mais le monde ne va pas en créer lui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. La décision du webinar que vous avez pris, là, c'est pas... Il a bien fallu qu'il y ait un moment quelqu'un qui dise « si, on va le faire et ça sera prêt dans une semaine ». Et il a bien fallu lancer des gens qui ne savaient pas comment marchait Zoom, où on l'achète, comment ça marche, ah bon, il y a des abonnements possibles, etc. etc. Donc voilà, je répondrai en disant que non, le monde ne va pas créer beaucoup d'opportunités. Mais ceux qui réfléchiront aux opportunités pourront en profiter. C'est vraiment une question d'engagement des équipes et de définition des routes pour innover. Et je rappelle qu'il faut le faire en aidant les gens. La vision traditionnelle d'une entreprise, c'est de déclarer son savoir-faire. Ça, c'est un tiers des entreprises que j'appelle moi de la posture savoir-faire. C'est-à-dire, je dis que je suis le meilleur ou que je sais très bien faire et j'essaye de convaincre les gens. Mais il y a d'autres postures pour les entreprises. Il y a des postures expérientielles. Par exemple. Je ne dis pas que je travaille mieux, mais je vous invite à vivre une expérience différente. Et puis, il y a encore une troisième grande catégorie d'entreprises qui sont ceux qui ont une posture de simplexité. Ça, c'est ce que j'aborderai dans mon prochain bouquin en septembre. La posture de simplexité, c'est ceux qui gèrent la complexité pour nous. Ben, c'est Zoom, tiens. Ou c'est Waze, pour ceux qui utilisent Waze, ou c'est TripAdvisor, ou c'est Apple. Je fais des choses très compliquées, mais je vous vends de la simplicité, d'où le mot simplexité. Je dis ça parce que les opportunités, elles sont là pour moi. Regardez votre business,
avec la posture des deux autres. Si vous faites partie du monde de l'expérientiel, regardez bien le monde du savoir-faire, regardez bien votre marché avec ces 3 attitudes-là, et vous en verrez des opportunités assez rapides. On n'observe pas assez son marché, ni ses clients. On les a étudiés pendant 40 ans grâce au marketing, on les a questionnés. Il faut vite, d'urgence, passer du questionnement à l'observation. Les gens répondent n'importe quoi quand on les questionne. Par politesse, par biais cognitif, par culture, par bienséance ou par devoir, ils répondent des choses. Quand vous les observez, vous voyez des choses très, très différentes. Et les techniques d'observation, là encore, c'est un métier. Merci Bertrand, merci à tous les intervenants, merci à tous d'avoir participé en aussi grand nombre à ce webinaire. On espère, tu peux passer le dernier slide Bertrand s'il te plaît? Bien sûr. Merci. Voilà, on vous attend dès la semaine prochaine pour le prochain webinaire autour du thème de tenir la barre et garder vos équipes à bord dans cette période. Le 14 avril, nous parlerons de la pérennisation de l'écosystème de l'entreprise, comment le préserver, avec des témoignages, des retours d'expérience après 4 semaines de crise déjà. Si vous voulez participer, si vous sur le mode de Bertrand, si vous avez envie effectivement d'intervenir dans le cadre de ces thématiques, vous en proposez des nouvelles, n'hésitez pas à nous les soumettre. Vous avez les coordonnées d'Ariane et du site internet de Visconti. Si vous avez envie de nous rejoindre en tant que coach, pourquoi pas, faites l'acte de candidature, vous trouverez tout ce qui est nécessaire pour interagir avec nous dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup et à mardi prochain. Au revoir. Merci pour l'organisation à Visconti, bravo. À bientôt, merci de votre écoute.